Le crime s'accompagne souvent de châtiments, mais certaines peines sont si choquantes qu'elles vous font remettre en question le système. Des meurtres brutaux aux trahisons inimaginables. Ces affaires révèlent les côtés les plus sombres de l'humanité et les conséquences qui en découlent. Jetons un œil à certaines des peines les plus insensées prononcées dans les tribunaux. Granville-Richie. En mai 2014, Felicia Williams a été laissée complètement seule sous la garde d'un monstre, Granville-Richie, qui a agressé sexuellement et étranglé à mort la fillette de 9 ans. Le procureur a déclaré que la petite fille avait été trahie par une amie de la famille, Ebony Wiley, qui a aidé à dissimuler l'affaire, espérant ainsi se protéger de toute répercussion éventuelle. Elle a ensuite admis à la barre, lors du procès de Richie, qu'elle avait menti pendant l'enquête. En 2019, après environ 5 ans à échapper à la justice, il a finalement été reconnu coupable de viol sur mineur et de meurtre. Puis, en septembre de l'année suivante, il a été condamné à mort par un jury. Et tout récemment, la Cour suprême de Floride a rejeté sa demande de révision du verdict, une sentence jugée très sévère et choquante qui lui avait été infligée. Dans une tentative désespérée d'éviter la peine de mort, il a commencé à demander des dossiers et des documents de police, ainsi qu'à solliciter plusieurs agences. Il essayait essentiellement de repérer la moindre erreur qui pourrait l'aider à échapper à une justice inévitable et offrir à Mitchell une seconde chance lors d'une audience en appel. Les procureurs ont qualifié cette démarche de expédition de pêche, tout comme le juge de Tampa. Mitchell voulait s'assurer que son affaire ne devienne pas l'un de ces cas-là. Je ne suis pas intéressé par de vastes expéditions de pêche, mais plutôt par une demande plus ciblée, qui pourrait potentiellement déboucher sur une réclamation solide. Et, évidemment, je considérerais que le prévenu y a droit. C'est lors d'une audience virtuelle un jeudi que le tribunal a été informé que des documents avaient été remis et que toute preuve devant encore être transmise à Richie devait l'être. Il a immédiatement tranché en déclarant publiquement « Je vais accorder la demande du prévenu concernant les dossiers publics, mais uniquement en ce qui concerne les documents, provenant du bureau du shérif du comté de Hillsborough par le biais de leur service de protection de l'enfance. » Si Richie parvenait à trouver la moindre erreur dans l'un des dossiers qu'il possède, cela lui donnerait le pouvoir de contester sa condamnation à mort et peut-être même de la faire annuler. Quelles que soient vos convictions spirituelles, cela m'est vraiment égal dans un sens comme dans l'autre. Je suis très reconnaissant de vivre dans un pays où chacun peut croire ou ne pas croire ce qu'il veut, et cela s'applique à vous également. Cependant, si jamais vous priez une puissance supérieure, que ce soit maintenant ou à un moment donné avant la date prévue de votre exécution, et que vous cherchez sincèrement le pardon et la rédemption pour la peine et les crimes que vous avez commis, j'espère que cela vous sera accordé, et je continue à voir l'humanité en vous. Après avoir tenté de faire annuler sa condamnation à mort, le tribunal n'a rien voulu entendre, et Richie a été appelé à la barre. Il lui a été déclaré que le tribunal approuvait la sentence de mort prononcée par le jury à son encontre, car les preuves présentées justifiaient une peine aussi sévère. Agresser puis tuer un mineur devrait mériter une punition pire que la mort. De plus, il a été indiqué que le criminel serait remis au département de la correction de Floride, dans la prison d'État de Floride, où il serait maintenu en détention provisoire jusqu'à ce qu'une date d'exécution soit fixée par le gouverneur de l'État de Floride. Il faisait face à 3 chefs d'accusation, et chacun d'eux a abouti à une peine brutale, tous concernant l'affaire du meurtre, de l'exploitation et de l'agression d'un mineur par un adulte. De rédemption pour vous. Et ce que j'entends par là, c'est pour votre être physique, votre personne. Vous resterez incarcéré jusqu'à ce que la date de votre décès soit fixée. La toute dernière chose que la juge a dite à Granville-Richie, c'est qu'elle lui a clairement expliqué en des termes très simples ce qu'elle pensait de ses convictions spirituelles et de tout ce en quoi il croyait, et elle l'a exhorté à prier toute puissance supérieure en laquelle il croyait entre ce moment-là et son exécution, afin que son âme puisse trouver le pardon pour les crimes odieux qu'il avait commis. Elle a conclu sa déclaration en lui disant « Que Dieu ait pitié de votre âme. Il n'y aura aucune rédemption corporelle pour vous, et ce que j'entends par là, c'est pour votre être physique, votre personne.
Vous resterez incarcéré jusqu'à la date prévue de votre mort. C'était la fin de l'affaire Granville-Richie qui a agressé et assassiné la petite Félicia, âgée de 9 ans, laissant sa famille dans la douleur et l'agonie. Son exécution a ensuite été décidée par électrocution, conformément aux lois de l'État et à la gouvernance. Ronnie O'Neill. En 2018, une mère et sa fille ont été brutalement assassinées, ou plutôt trahies par celui qu'elles n'auraient jamais cru capable de les trahir. Les humains peuvent être cruels, mais ce degré de cruauté dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer, surtout en considérant le rôle supposé du meurtrier au sein de leur foyer à Riverview. Bien que les raisons de ce meurtre soient restées assez floues, il s'agit d'une histoire vraiment bouleversante et émouvante. Sa fille, Ron Nivea, a probablement connu la fin la plus tragique qu'un enfant ayant des besoins particuliers puisse jamais vivre. Il est entré dans la maison et a attaqué sa propre famille, tirant sur sa compagne et la tuant sur le coup. Mais le plus révoltant dans tout cela, c'est le sort réservé à sa fille, qui avait des besoins particuliers et ne pouvait pas parler. Elle est simplement restée là à regarder, incapable de fuir ou de parler, pendant que son père, Ronnie, la frappait avec une hachette et la tuait sur le coup, avant de mettre le feu à la maison. Son fils de 8 ans, qui a témoigné contre lui, a déclaré que lorsque Ronnie a frappé Ron Nivea avec la hachette, il a vu une larme couler de ses yeux. C'était littéralement la manière la plus brutale pour un enfant de mourir, trahi par celui qui était censé la protéger toute sa vie. C'était comme si le diable, lui-même, cette figure du mal absolu, était monté sur terre, quittant les profondeurs de l'enfer pour venir habiter un corps humain. Il s'y installait, prenant possession de cette enveloppe mortelle, et se mettait alors à commettre, sans la moindre hésitation, toutes sortes d'atrocités, des actes terribles et impitoyables qui répandaient la peur et la terreur autour de lui. Lors de sa comparution au tribunal, Ronnie a affiché une attitude plutôt désinvolte envers la cour et tous ses membres, élevant la voix et provoquant la colère des personnes touchées à chaque occasion. Il a commencé par dire à la cour qu'il n'était pas désolé pour ce qu'il n'avait pas fait, et que, franchement, il n'était pas désolé non plus pour ce qu'il avait fait. C'était une déclaration qui disait clairement « Je m'en fiche complètement. Faites ce que vous voulez ». Le juge a mis en garde contre son comportement lamentable et a menacé de l'expulser du tribunal avant qu'il ne se ressaisisse, mais pas avant qu'il ait eu une nouvelle occasion de dire une autre absurdité. Cette fois, il a transpercé le ballon en caoutchouc avec une épée enflammée, faisant face à la mère du défunt, et lui a dit avec un sourire idiot sur le visage « Désolé pour votre perte ». Et cela suffisait à faire comprendre à tout le monde que s'il revoyait sa petite amie et son enfant, il les tuerait à nouveau, sans même cligner des yeux, et de façon encore plus brutale. Juge, le pire cas que j'ai jamais vu. En ce qui concerne les faits, monsieur le juge, Cisco ne pouvait pas cacher ses regrets, ni sa déception face à l'acte qui venait de se produire et au fait que le père n'avait montré pas la moindre once de remords. Je veux dire, il venait de tuer sa petite fille qui avait des besoins particuliers. Comment a-t-il pu aller jusqu'au bout? Elle a en outre déclaré que cette affaire était la pire qu'elle ait jamais connue en 19 ans de carrière en tant que juge. Alors que... Et la souffrance qu'a enduré cet enfant. Et elle avait déjà une vie marquée par des défis, étant née avec des handicaps physiques et mentaux. Alors que tuer la mère des deux petits, Ronnie et Ron Nivea, juste sous leurs yeux, l'horreur de cela à elle seule suffisait à traumatiser un enfant à vie. Surtout Ron Nivea, qui était déjà né avec des difficultés. Pour aggraver les choses, il a frappé la petite fille avec une hachette. Et tout ce qu'elle a pu faire, c'est verser une larme. La juge Cisco s'est exprimée avec une telle douleur et une telle colère qu'on pouvait même voir qu'elle était presque en larmes en parlant. Tout ce que Ronnie faisait, c'était juste dire « à la fin de chaque phrase prononcée par la juge. La dernière chose que la petite Ron Nivea a ressentie avant de quitter cette terre, c'est la cruauté de la trahison de son père. Je vais vous condamner pour tentative de meurtre, vous déclarer coupable et vous condamner à la prison à vie, à purger consécutivement aux chefs d'accusation 2 et 1. Pour le chef d'accusation 4, pour incendie criminel au premier degré d'une habitation, je vous déclare coupable et vous condamne à 30 ans de prison d'État de Floride à purger consécutivement aux chefs 1, 2 et 3.
Pour le chef d'accusation 5, maltraitance aggravée d'enfants, je vous déclare coupable et vous condamne à 30 ans de prison d'État de Floride à purger consécutivement au chef 1 à 4. Pour le chef d'accusation 6, je vous déclare coupable de maltraitance aggravée d'enfants et vous condamne à 30 ans de prison à purger consécutivement au chef 1 à 5. Et pour le chef d'accusation 7, résistance à l'arrestation sans violence, je vous déclare coupable et vous condamne à la peine déjà purgée, soit 1224 jours. Vous avez 30 jours pour faire appel du jugement. Pour 6 chefs d'accusation, l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, prononcée 3 fois, soit 3 peines à perpétuité. Il a également été condamné à 30 ans de prison pour avoir agressé un enfant à 2 reprises, ce qui porte le total à 60 ans d'emprisonnement. Ensuite, enfin, pour la résistance à l'arrestation sans violence, cela n'était rien comparé aux autres chefs d'accusation auxquels il faisait face. Donc, ce n'était vraiment pas nécessaire. Et puis le juge a mis fin à l'audience. Carrie Lloyd, qui était littéralement en larmes pendant la majeure partie de son témoignage concernant la mort de sa chère fille, Kenyatta Baron, et de sa petite-fille, Ron Niveya, a déclaré devant le tribunal qu'elle était déçue par la décision du jury d'infliger des peines de prison à perpétuité au meurtrier au lieu de lui donner une peine de vie brutale, car il méritait même une punition pire que la mort, s'il existe quelque chose de pire que la mort. Amber Pereira. Les jeunes ne prennent pas au sérieux l'avertissement qui dit « Ne buvez pas et ne conduisez pas ». Et dans ce cas, cela a coûté la vie entière d'Amber, car non seulement elle a bu et conduit, mais en plus, elle a tué toute une famille sur le coup. La famille Felipek, composée de Louis Felipek, Rita Felipek et de leur fille de 8 ans, Georgia Felipek, est morte sur la Selmon Expressway à cause de la conduite en état d'ivresse d'Amber. Sachant qu'elle était fichue et qu'elle n'avait plus aucune chance à ce stade, Amber a tenté de se défendre en affirmant qu'elle avait eu une crise d'épilepsie au moment de l'accident et qu'elle n'avait pas pu se contrôler lorsque celui-ci s'est produit. Mais les procureurs l'ont accusée d'avoir conduit en état d'ivresse, ce qui était exactement ce qui s'était passé. Lorsqu'elle a compris qu'elle était en train de perdre, elle a alors plaidé coupable devant le tribunal et a demandé une peine de 20 ans de prison. Mais le juge s'est montré très strict et a surpris toute la cour avec sa sentence « Oui, madame, votre vie est ruinée, mais vous avez aussi ruiné de nombreuses vies et mis fin à 3 vies. » Christopher Sabella s'est assuré de peser chacun de ces mots et n'a fait preuve d'aucune indulgence en rendant son jugement à l'égard d'Amber compte tenu de ce qu'elle avait fait. À un moment donné, il ne s'agissait même plus de la conduite en état d'ivresse ou des vies perdues, mais de la douleur qu'elle avait infligée aux familles des victimes. Christopher Sabella a fait référence à une déclaration qu'elle avait faite alors qu'elle était encore en prison, lorsqu'elle avait dit que sa vie était ruinée. Il lui a alors rappelé et a dit « Vous avez raison, votre vie est ruinée, mais vous avez aussi ruiné de nombreuses vies et mis fin à 3 vies également. » Sachant qu'elle a maintenant perdu sa vie, les procureurs ont exigé qu'elle soit condamnée à la prison à vie, tandis que la défense a plaidé pour une peine de 20 ans. Mais Christopher Sabella avait d'autres idées, et il a alors trouvé un équilibre entre la demande de prison à vie et celle de 20 ans. En conséquence, il a condamné Amber à une peine de 50 ans, ce qui revient plus ou moins à une peine de prison à vie. Amber était anéantie, mais c'était le résultat de ses actes et de sa négligence. Mais elle n'était pas la seule à être brisée par tout cela. En général, plusieurs personnes ont été touchées par l'accident, mais personne n'a été autant affecté que Tracy Kelly, qui aurait préféré mourir dans la collision. Tracy Kelly était une autre personne impliquée dans l'accident mortel, mais elle a survécu et n'a pas perdu la vie. Mais malgré cela, la vie qu'elle connaissait a pris fin, car elle continue de souffrir et d'endurer des douleurs intenses. Elle se trouvait dans le 3e véhicule impliqué, Mumbai, mais n'a pas perdu la vie, comme les Felipek. Mais malgré cela, elle vit chaque jour comme si elle mourait. La sentence prononcée par le juge lui a apporté un peu de réconfort, comme elle l'a déclaré, et qu'elle passera ses journées dans la douleur. Le simple fait qu'elle ne soit pas heureuse chaque jour me procure de la joie. Tracy a déclaré aux médias que savoir qu'elle allait passer le reste de sa vie dans la douleur
et qu'elle ne serait plus jamais heureuse, lui apportait du réconfort. Le père de Rita et le grand-père de leur petite-fille, décédée dans l'accident, étaient également très émus lorsqu'il s'est présenté à la barre. Il se sentait si mal qu'il n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes en témoignant. Il a dit à Amber qu'elle ne pourrait jamais lui rendre ce qu'elle lui avait coûté et qu'il ne pourrait pas non plus lui rendre ce qu'elle avait fait. Ce n'était que des émotions. Pour le père de la défunte, qui a déclaré qu'il ne pourrait jamais lui pardonner, avant de quitter la barre en larmes, Steven Lorenzo. Dans cette affaire à la fois étrange et abominable, Steven Lorenzo était jugé pour un crime qu'il avait commis il y a plus de 20 ans, en 2003, contre 2 hommes où il aurait assassiné Jason Gelhaus et Michael Wachholz. 2 jours. 2 hommes ont disparu du Tampa Club sans jamais être retrouvés vivants. Le procureur a plaidé coupable et demandé la peine de mort. Dans cette vie, je suis le méchant et vous êtes le gentil. Peut-être que dans la prochaine vie, le rôle sera la renaissance. Qui sait? Je veux que vous sachiez que je vous souhaite le meilleur. Avant la sentence, les procureurs de l'État avaient proposé à la famille de Jason Gelhaus de parler, mais ils ont refusé. C'est alors que Lorenzo a levé la main pour dire quelque chose à la cour. Il a ensuite remercié tout le monde, y compris les procureurs, en leur disant qu'ils avaient fait leur travail et qu'ils l'avaient bien fait, affirmant que dans cette vie, il était le méchant et qu'ils étaient les gentils. Dans la prochaine vie, lorsqu'il y aura une renaissance, ce sera peut-être l'inverse. À ce moment-là, il commençait à avoir l'air d'un psychopathe, mais le tribunal lui a donné la parole pour s'exprimer. Lorsque les mères des 2 victimes de Lorenzo sont venues s'exprimer plus tôt ce mois-ci, Madame Armand Ruth Wachholz, la mère de Michael Wachholz, puis Madame Pam Williams, la mère de Jason Gelhaus. Il y avait une chose sur laquelle les 2 femmes insistaient sans relâche, qu'elles attendaient la justice depuis très longtemps, 2 décennies entières qu'elles avaient patiemment attendues, mais désormais elles n'attendent plus. Madame Pam Williams a fait face à Lorenzo et lui a dit « D'une Italienne à un autre, tu condono a morte », ce qui se traduit par « Je vous condamne à mort, monsieur Lorenzo », car elles estimaient que c'était la seule peine appropriée pour un homme capable de commettre de tels crimes odieux. Quels étaient ces crimes, me demanderez-vous? Il a enlevé Jason Gelhaus et Michael Wachholz. Comme si les avoir enlevés ne suffisait pas, il les a tous 2 agressés sans pitié, avant de passer à l'acte et de violer les 2 hommes. Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a ensuite assassiné et mutilé les 2 hommes. Ce type était vraiment fou. Mais ensuite, après 20 longues années, la justice l'a rattrapé. Ce qui revenait constamment dans leurs témoignages, c'est qu'ils attendaient la justice depuis 20 ans. Aujourd'hui, cette longue attente prend fin. C'était la partie la plus choquante de toute l'audience. Alors que beaucoup s'attendaient à une condamnation à mort, c'était vraiment décevant que le procureur demande effectivement la peine de mort, ce qui a surpris tout le monde, même le juge. Mais le juge Sabella est resté impassible et a continué d'écouter ce que l'accusé disait, expliquant pourquoi il demandait à être exécuté plutôt qu'emprisonné. Tout en restant sur le concept de la réincarnation, il a dit au juge qu'il voulait la peine de mort pour quitter ce monde et trouver un autre corps, déclarant « C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tout est. Nous sommes des êtres spirituels, et nous devons quitter ce corps tôt ou tard et revenir avec un autre. » Expliquant au juge qu'il essaie d'accélérer le processus. 20 ans ont passé, et il n'y a probablement aucune forme de remords à montrer pour les restes de personnes mortes et décomposées depuis longtemps, car il s'est exprimé devant le juge avec une telle liberté. Albert Perkins, aussi victime de Lorenzo, mais qui a survécu en s'échappant pendant que Lorenzo dormait, a déclaré à l'audience avoir été drogué et enlevé. À son réveil, il était déjà ligoté et torturé. Il a déclaré que Lorenzo enlevait toujours des hommes homosexuels pour les utiliser comme esclaves sexuels,
Eh bien, après sa déclaration et sa demande de peine de mort, le juge Sabella lui a fait savoir qu'il n'en tiendrait pas compte et que son témoignage ne lui servirait à rien s'il essayait de jouer à une sorte de psychologie inversée ou autre. Il allait juger en conséquence et cela signifiait prononcer la sentence la plus juste possible. Il a finalement condamné Lorenzo à mort et a clos la séance du tribunal par un mot d'adieu. Que Dieu ait pitié de votre âme. Ce à quoi l'accusé a répondu « Mon âme va bien ». Mark Sievers, watch daté du 28 juin 2015. Alors que Teresa Sievers profitait d'une journée paisible chez elle, à Bonita Springs, en Floride, deux hommes se sont introduits dans la maison et l'ont assassinée de la manière la plus brutale qui soit, en la frappant à 17 reprises avec un marteau, jusqu'à ce qu'elle succombe. 6 mois plus tard, la police a arrêté les deux hommes qui avaient commis le meurtre, Curtis Wainwright Jr. et Jimmy G. Rogers, tous deux originaires du Missouri. Vous vous demandez sûrement quel rôle Mark Sievers a joué dans ce crime, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous révéler la vérité. C'est lui qui a tout orchestré. Et, oui, il a engagé les tueurs qui ont assassiné sa femme dans leur maison. En réalité, elle rentrait d'un voyage en famille et revenait seule dans une maison qu'elle pensait vide. Ce qu'elle ignorait, c'est que deux hommes l'attendaient pour la tuer. Lorsqu'elle est arrivée dans l'allée, elle a sorti ses bagages du véhicule et a commencé à entrer dans la maison. Quand elle est arrivée dans la cuisine, c'est à ce moment-là que les deux hommes l'ont attaquée, lui assénant des coups de marteau à la tête, jusqu'à ce qu'elle meure. Il a été déclaré que son mari, Mark, planifiait cela depuis un certain temps, quelques semaines pour être précis, lorsqu'il s'est rendu dans le Missouri pour le mariage de Curtis. Curtis a alors recruté G. Rogers, lui promettant une part de l'argent que Mark allait lui donner. Il ne croyait probablement pas en son mariage et ne faisait pas entièrement confiance à sa femme. Le mobile principal était l'argent de l'assurance-vie et la peur que Teresa lui enlève leurs enfants. Cela aurait montré que le couple avait des problèmes entre eux, mais quoi qu'il en soit, cela ne justifie en rien de prendre la vie de quelqu'un. Encore moins celle de sa femme, avec qui on s'est uni par les liens sacrés du mariage. Laisser ses enfants sans mère était la chose la plus stupide qu'il pouvait faire, mais ce n'était que le moindre de tout, car il a reçu une sentence bien plus terrible que ce à quoi il s'attendait. En plus, il avait promis de donner à Curtis 800 000 $ provenant de l'assurance-vie. Et c'est avec cet argent que Curtis a engagé Rogers pour être son complice, lui promettant une part du butin après l'événement redouté. Mark Sievers, Curtis Wainwright et Jimmy G. Rogers ont tous été reconnus coupables de meurtre, que ce soit au premier ou au second degré. La petite amie de Rogers a joué le rôle d'Oliver Twist dans toute l'affaire, car elle a tout révélé à la police. Après que son petit ami lui ait avoué avoir tué le membre du personnel médical, et toutes les enquêtes et interrogatoires ont permis de découvrir la vérité et d'arrêter les coupables. On pourrait penser que, puisque Mark n'a pas participé activement au meurtre de sa femme, il n'écoperait pas d'une peine sévère. Mais détrompez-vous, il a reçu la pire des punitions parmi les 3 hommes. Les 12 jurés devaient parvenir à une décision unanime pour condamner Mark à mort s'ils le souhaitaient, et oui, ils ont choisi la peine de mort plutôt qu'une peine de prison à perpétuité, même si tout laissait penser qu'il écoperait d'une peine à vie. Aorigai Bayoyo. Il a fallu 4 heures au jury pour se décider, et le juge Kyle a condamné Mark Sievers à mort. On pouvait voir un soulagement évident sur le visage des frères et sœurs et de la famille de Teresa, car ils pouvaient enfin tourner la page et essayer de reprendre le cours de leur vie. Lorsque la justice n'est pas rendue, cela trouble et perturbe l'esprit des personnes concernées, et cela faisait déjà 4 ans qu'elle était décédée. Et enfin, justice a été rendue, au grand soulagement de tous, sauf de l'homme qui a été condamné à mort, bien sûr. De plus, la mère de Teresa a obtenu la garde des 2 enfants, qui sont désormais orphelins à cause de la cupidité et de la cruauté de leur père, qui aurait pu choisir une meilleure façon de gérer ses problèmes conjugaux, plutôt que d'ôter la vie à sa femme. C'est l'ordre du tribunal que vous soyez condamné à mort, monsieur. Bien que les 2 filles de Mark Sievers aient déclaré qu'elles ne voulaient pas que leur père soit exécuté, le juge a affirmé qu'il en tiendrait compte. Mais au final, il a décidé de suivre la décision du jury de condamner Mark à mort, transformant ainsi 2 petites filles en orphelines, avant même qu'elles n'atteignent la puberté.
Il existe des affaires qui sont sûres de vous donner la chair de poule et de vous effrayer à vie, mais c'est la vie, et la vie doit simplement suivre son cours. Certains humains ne sont vraiment, pas humains. Dites-moi laquelle de ces affaires vous a le plus effrayé et à qui vous auriez donné une peine plus légère ou peut-être une peine plus sévère. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ces affaires, n'oubliez pas de regarder les prochaines qui s'affichent à l'écran.